À l'été 1989, la police du Nebraska reçoit un étrange signalement anonyme, celui d'un homme qui affirme être tombé dans un piège tendu par un fermier du Missouri. L'homme lui a fait apparemment ouvrir un compte pour ouvrir un chéquier et acheter du bétail avec des chèques sans provision. Pire, il affirme que le fermier aurait ensuite revendu le bétail pour empocher l'argent, avant d'essayer de le tuer à coups de carabine. Le témoin donne une identité et le nom de la banque. L'opérateur essaie d'en savoir plus, mais l'homme raccroche directement. En vérifiant l'identité du fermier en question, les autorités se rendent compte qu'il est déjà bien connu, précisément pour fraude aux chèques sans provision. Mais bon, l'homme est un peu âgé pour être un tueur en série. Mais la situation ne peut pas être une coïncidence. Quand les autorités du Missouri sont prévenues à leur tour, elles relient à un homme qu'elles sont déjà en train de chercher à coincer. Ray Copeland, le fermier qui tuait ses ouvriers après les avoir exploités. Bon, je vais être transparent avec vous les amis aujourd'hui, j'ai peur des fois de manquer d'inspiration sur les sujets qu'on traite sur la chaîne, alors que pourtant la cruauté humaine n'en manque jamais. Les actualités nous le montrent en vrai tous les jours. Je parle évidemment de tous les événements qu'on voit à la télé, les scandales internationaux et les guerres. Et les faits divers aussi, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier. Mais pourquoi manquer d'inspiration quand la réalité dépasse souvent la fiction? Le portrait que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui de Ray Copeland, que vous allez découvrir avec moi, montre vraiment à quel point l'homme est capable d'ingéniosité quand il s'agit de commettre le pire à un autre être humain. Dans cette vidéo, on va se poser une question qui est pas vraiment trop philo. La fin justifie-t-elle tous les moyens? Et avant de répondre évidemment à cette question dans les commentaires à la fin de la vidéo quand vous l'aurez fini, n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, ça me soutient de fou en vrai. Pour vous c'est un simple clic, mais pour moi c'est un immense soutien, donc je vous remercie d'avance. N'hésitez pas d'ailleurs, avant que je commence à vous raconter l'histoire d'aujourd'hui, à me dire simplement dans les commentaires quelle affaire vous voudrez que je traite dans les prochaines vidéos. Ça peut être vraiment de tout, du paranormal, du true crime comme on va faire aujourd'hui. N'hésitez pas, je suis vachement preneur. Aujourd'hui, on va aborder une affaire particulièrement sombre, celle de Ray et Faye Copeland. Une histoire qui montre à quel point certaines personnes peuvent vivre parfois pendant des années dans des situations extrêmement lourdes et difficiles, et souvent dans le silence. Et en me penchant du coup sur ce genre de récit, je repense toujours au fait que même si nos vies n'ont rien à voir du tout avec ces histoires criminelles, beaucoup d'entre nous traversent aussi des moments hyper éprouvants dans leur vie, des périodes où l'on garde pour soi des angoisses, des problèmes du quotidien ou même des événements qui nous marquent. Dans ces moments-là, pouvoir en parler fait énormément de bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours quelqu'un autour de soi qui est vraiment disponible pour écouter, comprendre et surtout accompagner sans aucun jugement. C'est pour ça que je suis très content les amis de vous parler aujourd'hui du partenaire de cette vidéo que vous avez peut-être déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, BetterHelp. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie entièrement en ligne qui vous met en relation avec des psychologues et psychothérapeutes qualifiés disposant d'un numéro RPPS. Ce sont des professionnels hyper bienveillants, formés pour vous accompagner si vous traversez du stress, de l'anxiété et même une période de doute. Une période de doute ou même simplement si vous ressentez le besoin de mettre des mots sur ce que vous vivez au quotidien. Parce que bon, parler ça aide, oui, mais être écouté par la bonne personne, ça peut vraiment faire la différence. Bon, je vous rassure, si vous traversez un moment un peu flou dans votre vie ou difficile, sachez que c'est tout à fait normal. On est tous passés par là. On a tous des phases comme ça un petit peu reloues, des moments où on se questionne un petit peu davantage sur notre avenir, etc. Bon, je suis pas psy pour dire ça, mais parfois, c'est vrai que ces périodes peuvent même devenir un point de départ pour aller vers quelque chose de plus apaisé. Et ce que j'apprécie particulièrement chez BetterHelp, c'est qu'ils prennent le temps de vous orienter vers le thérapeute qui correspond vraiment à vos besoins et à votre personnalité, plutôt que vous attribuer à un gars au hasard. Bon, leur objectif, il est très simple, c'est de rendre l'accès à la thérapie beaucoup plus simple, plus accessible et surtout, c'est ça que j'adore, plus humain. Vous pouvez même échanger de la manière qui vous convient le mieux, par message, ça peut être aussi par téléphone ou même en visioconférence. Et si parler de vive voix vous semble assez difficile pour un début, vous pouvez tout à fait commencer par écrire tranquillement depuis chez vous. Et ça c'est top. Et si jamais vous sentez que le courant passe pas vraiment trop bien avec votre premier thérapeute, vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous pouvez changer facilement, sans frais supplémentaires et sans avoir à vous justifier. Et ça c'est cool. Bon, concrètement c'est super simple, vous remplissez un petit questionnaire pour exprimer vos besoins. BetterHelp après ça vous met en relation avec le psychologue ou psychothérapeute qui vous correspond au mieux. Vous réservez vos séances selon vos disponibilités et c'est absolument tout ce qu'il y a à faire. Pas d'administratif relou, pas d'attente, juste une vraie aide adaptée à vous. Donc avec le lien les amis betterhelp.com/Leo, vous avez moins 10% sur votre premier mois, ça bouge pas. Et l'abonnement est flexible, donc vous pouvez le mettre en pause à tout moment. Merci beaucoup de m'avoir écouté et maintenant passons à l'histoire morbide d'aujourd'hui.
Raymond Copeland naît le 30 décembre 1914 en Oklahoma. La région est marquée par les luttes entre les natifs et les colons. Mais elle est aussi en plein essor grâce à la découverte du pétrole quelques décennies plus tôt. En parallèle, la Première Guerre mondiale se déclare en Europe. Mais les États-Unis n'interviendront militairement qu'en 1917. En 1929, par contre, c'est la Grande Dépression qui s'abat sur le pays. Fini l'expansion, bonjour la récession. Le crash boursier du 24 octobre 1929, surnommé le Jeudi Noir, a des retentissements économiques sur le monde entier. On peut dire que c'est maintenant fini l'essor des années 20. La situation s'enlise dans un cercle vicieux pendant plusieurs années. La crise boursière dégénère en crise bancaire. Les banques font toutes faillite, les gens en viennent même à garder leur liquide sur eux. Et le manque de liquidité sur le marché paralyse toute reprise économique. Sans compter que ce sont les populations malheureusement qui ont déjà le moins d'argent qui sont le plus touchées par la crise. Les ouvriers, les agriculteurs, et même les saisonniers. Comme plus personne n'achète, la production des industries baisse de moitié. Moins de travail et donc aussi beaucoup plus de chômage. Et les manifestations de faim se multiplient et celui que l'on surnomme donc Raymond Copeland a peine 15 ans à ce moment-là. Sa propre famille est très impactée par la crise. Et comme beaucoup d'autres, elle déménage régulièrement pour pouvoir survivre. Car dans les campagnes, aussi la situation se dégrade pas mal. La crise économique de 1929 fait que les agriculteurs ont du mal à vendre leurs denrées. Elles se transforment en surplus et donc ne valent plus rien. Ce n'est plus le fruit d'un travail, ce sont là littéralement des pertes. Puis la région subit le Dust Bowl à partir de 1933, une série de tempêtes de poussière épaisse qui dévastent tout sur son passage. L'une d'ailleurs des plus grandes catastrophes écologiques des États-Unis. L'Oklahoma, le Kansas et le Texas sont particulièrement touchés. Des régions originairement constituées de prairies où allaient paître les bisons. Des territoires où les natifs trouvaient toutes les ressources nécessaires à leur survie. Mais les pratiques agricoles modernes, mécaniques, les passages incessants des tracteurs ont tout érodé. Des pratiques qui endommagent les sols et défigurent donc l'environnement. Et ça favorise donc, comme vous l'aurez imaginé, la formation de ces tempêtes de poussière. En plus de 3 vagues successives de sécheresse exceptionnelles. En 1935, on est bien loin des prairies vertes des natifs amérindiens. Plus aucun bison dans la région et plus aucune végétation. De la poussière à perte de vue. Une période dramatique dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Certaines régions ont subi jusqu'à 8 ans de sécheresse consécutifs. Est-ce que vous imaginez une seule seconde 8 ans sans aucune goutte de pluie dans un désert de poussière où plus rien ne pousse, où plus rien littéralement ne survit. Ces blizzards noirs détruisent tout sur leur passage, les récoltes et même les pâturages. Ils ensevelissent même les habitations et le matériel agricole. Les habitants des régions sont gravement impactés. On y retrouve évidemment la famine et les difficultés de production. Et puis aussi l'inhalation constante de poussière qui leur atteint les poumons et même les yeux. Des périodes de sécheresse intenses qui laissent la terre nue et dévastée. Exposée au soleil et au vent, la terre est brûlée, ravagée. Un phénomène qui s'ajoute aux conséquences déjà désastreuses de la Grande Dépression. Les habitants des campagnes quittent alors leur habitation et prennent la route vers l'ouest du pays. Les fermiers des Grandes Plaines sont des milliers sur les routes et les plus touchés parmi eux sont les agriculteurs de l'Oklahoma. Et là, ils se mettent à emporter avec eux tout ce qu'ils ont, tout ce qu'il leur reste finalement. Ils espèrent trouver en faisant ça en Californie du travail qui leur permettra peut-être de survivre. Mais alors vous allez me demander pourquoi je vous explique tout ça et ce contexte aussi gros. Eh bien parce que c'est dans celui-ci que grandit Raymond Copeland. Lui a quitté l'école à 10 ans pour travailler à la ferme familiale. Malgré leurs pauvres conditions, Ray est un enfant chéri et gâté par ses parents. Un enfant capricieux dont les parents s'empressent de satisfaire les désirs. Né en 1914, il a 15 ans quand la Grande Dépression frappe le pays. Il grandit dans une lutte incessante pour la survie dans un pays dévasté par la crise économique et agricole. Comme beaucoup d'autres, sa famille déménage souvent à la recherche de subsistance. Lui trouve une solution, certainement poussé par la misère ambiante, la petite délinquance. On aurait pu l'imaginer. D'abord, il vole des cochons à son propre père qu'il revend en cachette. Puis en 1936, une idée lui pop, il a l'idée de trafiquer des chèques. Bon, il va continuer les escroqueries en tout genre pendant quelques années. Mais il finit par se faire choper en 1939. C'est maintenant, comme vous le savez, la Seconde Guerre mondiale en Europe. À 25 ans, il purge 1 an de prison. Et quand il en sort en 1940, il rencontre celle qui devient rapidement son épouse, Faye Della Wilson. Née le 4 août 1921 dans l'Arkansas, elle a 19 ans et lui en a 26. Ils se marient 6 mois à peine après leur rencontre. Et dans la foulée, durant la décennie 1940, ils ont plusieurs enfants. 4 garçons et une fille. Même si ces doutes subsistent quant au nombre exact de naissances qu'a pu avoir chez les Copeland. Évidemment, une famille nombreuse qu'il nourrit en continuant ses délits.
y compris contre la propre famille de sa femme. Il emploie son beau-père pour effectuer des travaux, mais refuse catégoriquement de le payer, et en plus de ça, il vole de la nourriture chez eux. Le mec est une vraie enflure quoi, pour le coup, mais bon, on n'y mettra aucun jugement, j'en ai littéralement mis un. Il essaie même de contraindre sa belle-sœur à avoir des rapports avec lui. Mais Faye reste fidèle auprès de lui, même quand il purge des peines de prison, des périodes durant lesquelles il ne fait que rôder ses stratégies d'escroc. Chaque fois qu'il se fait prendre, il ne fait qu'apprendre de ses failles pour perfectionner de plus en plus ses arnaques. Quand il est libre, partout où il passe, ses démêlés avec la justice sont connus dans le voisinage. Comme vous l'aurez imaginé sûrement, la famille Copeland n'a pas du tout une bonne réputation. Et puis tous ces enfants qui braillent dérangent pas mal aussi. Les Copeland déménagent plusieurs fois, malgré la pauvreté, dans des régions bien différentes. Les enfants sont régulièrement battus et terrorisés par leur père, qu'ils ne pensent qu'à fuir, à tel point que tous vont quitter la maison dès qu'ils le peuvent. Faye, pardon si ça ne se prononce pas comme ça, je ferai de mon mieux, elle reste encore et toujours auprès de son mari. Parfois, les Copeland rendent visite à leurs enfants, et là, ils voient tout. Les bleus et les blessures laissées par les coups de leur père sur le visage de leur mère. Mais personne n'ose rien dire, personne n'ose vraiment intervenir. Raymond les tyrannise. Et ça, depuis toujours. En 1966, les Copeland achètent une ferme à Morrisville, dans le Missouri. Une modeste exploitation de 16 hectares, qui va devenir d'ailleurs le théâtre de funestes événements. À leur arrivée, ici aussi le voisinage n'apprécie pas trop la famille, Ray en particulier. Et puis, dans un petit patelin, pareil, ça jase vite. Les voisins parlent de Ray comme un homme violent. Ils le soupçonnent même de maltraiter sa famille, sa femme et ses enfants aussi, verbalement et physiquement. Et bon, ça tout le monde va le remarquer parce que l'homme se montre régulièrement agressif avec les commerçants du village. On l'accuse même d'écraser des chiens volontairement. Les voisins se sentent menacés par la présence de cet homme assez étrange, et sans parler de ses méthodes de travail qui font aussi pas mal parler. L'homme a l'habitude d'employer régulièrement des saisonniers, des miséreux qu'il recrute en leur proposant de les loger et de les nourrir en retour. Mais une fois sur l'exploitation, il les exploite sans aucun scrupule, ce qui ne rentabilise pas pour autant la ferme familiale. Les Copeland ont de grosses difficultés financières, ils ont du mal à faire tourner la ferme. Raymond, lui, sait comment faire entrer de l'argent. Mais bon, pas de manière très légale. Déjà connu pour escroquerie, il est interdit de vendre et acheter du bétail lui-même. Et comme il s'est déjà fait prendre de nombreuses fois, il est conscient qu'il joue gros s'il récidive. Et ça tombe bien, il a déjà pensé à tout. Et c'est justement pour ça qu'il se tourne donc vers les misérables, les plus faibles. Les vagabonds, les mendiants, etc. Des gens qui sont prêts à accepter toute forme de subsistance, dans n'importe quelle condition. Des gens dont personne ne s'inquiète, qui n'ont pour la plupart même pas de proches. Ray leur propose alors un emploi comme ouvrier agricole. Pendant que les ouvriers travaillent à l'exploitation, lui se charge de plein d'autres petits jobs. Il tond la pelouse dans le voisinage, propose des services de bricolage, bref. Et même si tout le monde le connaît pour être très colérique, il se montre plutôt correct quand il s'agit de travailler. Sa femme, elle, semble être la parfaite petite amie et travaille en ville en plus d'aider à la gestion des enfants et de l'exploitation. Les jours de foire au bétail, Raymond demande aux ouvriers de l'accompagner. Sur place, il leur fournit un chèque et les charge d'acheter le bétail, et il leur demande aussi de signer le chèque en leur nom. Dans la foulée, Copeland revend le bétail plus loin et encaisse l'argent. Le vendeur, lui, ne se rend compte qu'au moment de l'encaissement du chèque, qu'il est sans provision, au moment où Raymond Copeland est déjà loin, argent en poche, sans avoir laissé sa véritable identité. Et les ouvriers agricoles qui ont signé le chèque, eux, ont tendance mystérieusement à disparaître sans laisser aucune trace. La plupart d'entre eux prennent conscience que Copeland leur a mis à l'envers. Ils comprennent qu'en signant ces chèques, ils sont eux-mêmes complices. Mais le plan ne fonctionne qu'un temps, car certains des anciens employés de Copeland commence à en parler. La banque, en parallèle, est alertée par ces nombreux chèques sans provision qui circulent sur les marchés au bétail. Et si l'escroquerie fonctionne pendant un bon moment, il ne faut pas longtemps pour que Raymond Copeland tombe à nouveau. Il est encore une fois incarcéré. Mais à sa sortie, tout ce qu'il a retenu, c'est encore une bonne leçon sur la façon de ne pas se faire prendre. Le seul moyen est de se débarrasser des preuves, de toutes
les preuves. Il élabore alors un plan pour que les saisonniers ne soient jamais reliés à lui et surtout qu'ils ne puissent pas témoigner contre lui. Cette fois, il ne s'agit plus de remettre les vagabonds sur la route, il faut les faire taire à jamais. Raymond Copeland met son plan à exécution dès l'automne 1986. Mais pourtant, le shérif adjoint du comté de Livingston, Gary Calver, reçoit une visite qui va pas mal alerter, celle du shérif adjoint du comté voisin. Il recherche un voleur de bétail et le suspect numéro 1 est Dennis Murphy. Mais il soupçonne aussi un complice, car la remorque dans laquelle le bétail a été transporté est au nom d'un autre homme, un certain Ray Copeland, un homme de 72 ans, père de 5 enfants. Les deux adjoints donc se rendent chez les Copeland pour interroger Ray. Il espère que l'homme leur permettra peut-être de retrouver Dennis Murphy, le faussaire. Aux agents, Copeland confirme que Murphy lui a bel et bien demandé de transporter le bétail. Il lui aurait aussi demandé de le garder quelques jours avant de repartir avec les bêtes sans donner de nouvelles. Convaincus, les deux adjoints repartent. Dennis a en réalité été tué au mois d'octobre par Copeland lui-même. Mais pas vu, pas pris, il n'est pas inquiété. Jusqu'à ce que le shérif Calver reçoive une autre visite, celle d'un collègue d'un autre comté voisin. Étrangement, il est aussi à la recherche d'un vagabond qui a signé un chèque sans provision pour acheter du bétail avant de disparaître. Le nom sur le chèque est celui de Wayne Warner. Il est déjà décédé depuis le mois de novembre. Mais personne ne le sait encore. Par contre, le nom de Copeland apparaît à nouveau. C'est encore avec sa remorque que le bétail a été transporté. Calver espère encore mettre la main sur les faussaires de chèques. Il pense que si Copeland est impliqué dans ce trafic de bétail, ses complices pourront le dénoncer. Mais bon, ils sont introuvables. Les autorités pensent qu'ils ont continué leur vagabondage et déjà quitté la région. Ray Copeland n'est pas inquiété donc plus que ça, ce qui lui laisse un boulevard pour continuer ses activités criminelles. Le 20 août 1989, la police du Nebraska reçoit un appel anonyme grâce à la plateforme téléphonique Crime Stoppers. Gérée par des assos en collaboration avec des forces de l'ordre, ce n'est pas un numéro d'urgence. Cette plateforme, en fait, permet à n'importe qui de donner des informations qui pourraient aider dans une enquête, sans pour autant y être impliqué en restant donc anonyme. Au bout du fil, l'homme affirme qu'un fermier du comté de Livingston, dans le Missouri, lui a tendu un piège. Il aurait contraint à acheter du bétail avec un chèque sans provision. Pire, sur l'exploitation du fermier en question, il a vu des ossements humains. Le fermier se nomme Ray Copeland. Ils se sont rencontrés lors d'une mission religieuse dans le Missouri. Il lui aurait proposé $50 par jour et un hébergement gratuit, en échange de son aide pour acheter du bétail. Il prétend être sourd, un handicap que les concurrents utiliseraient contre lui. C'est pourquoi il avait besoin de quelqu'un qui achète à sa place. Au début, il pensait que c'était une opportunité pour se sortir un peu la tête de l'eau. Il ne s'est pas vraiment méfié en vrai. Une fois le pacte alors accepté, Copeland l'a conduit à la banque pour ouvrir un compte à son nom. Il lui donne $200 pour ouvrir ce compte qui lui permet d'obtenir un chéquier. Chéquier en poche, Copeland l'a ensuite conduit au marché au bétail. Il le charge des enchères et de l'achat d'un lot à $2000 avec le chéquier à son nom. C'est à ce moment précis qu'il s'est rendu compte du piège. Copeland savait qu'il n'y avait que $200 sur le compte et que le chèque serait rejeté. Le témoin, qui est en réalité un certain Jack McCormick, est paniqué totalement. Il confie même avoir peur pour sa vie. En plus, il a conscience qu'en lui faisant signer ce chèque, le fermier l'a mis vraiment dans la merde avec la justice. Autant de raisons pour lesquelles il appelle en anonyme. Après l'achat du bétail, Copeland a directement chargé les bêtes dans sa remorque. Il retourne tout de même à la ferme. Mais il trouve le comportement de Faye, la femme de Ray Copeland, plutôt étrange. Il se sent constamment observé, un sentiment de malaise profond qui grandit en lui les jours suivants, jusqu'à qu'il découvre ses restes près d'une grange. Des restes qui semblent avoir appartenu à un être humain. Pourtant, paniqué à l'idée de s'être mis lui-même dans une situation assez délicate, il n'appelle pas encore la police. Un matin, Ray Copeland vient lui demander de l'aide. Il y aurait un raton laveur apparemment dans la grange à déloger. Alors, carabine en main, il lui tend un bâton à McCormick et lui demande d'enfoncer le bâton dans le trou du raton laveur pour qu'il sorte et qu'il puisse après lui tirer dessus. McCormick, lui, sent le coup venir. Il a le sentiment qu'il n'y a jamais eu de raton laveur. Il reste alors en alerte, alors qu'il a le dos tourné, il surprend Ray Copeland pointer sa carabine sur lui. Il a la réaction plutôt intelligente là, de ne pas partir en courant. Copeland aurait trop facilement pu lui tirer dessus. Par contre, il ne le quitte plus des yeux jusqu'à
qu'il puisse échapper. Ce qu'il a réussi à faire en demandant à Copeland de l'accompagner en ville pour des courses. Il s'échappe à la première occasion, vous l'aurez imaginé. L'agent en charge de la communication essaie d'obtenir des renseignements complémentaires, mais l'homme raccroche. La police est d'abord plutôt sceptique après l'appel. 2 personnes âgées, des tueurs en série de sang-froid, ça paraît quand même assez louche et assez improbable. Mais en vérifiant les antécédents judiciaires de Raymond Copeland, les autorités du Nebraska décident finalement d'approfondir un petit peu plus leur enquête. On cherche d'abord à identifier le témoin anonyme. Pour ça, les enquêteurs se rendent à la banque mentionnée dans son témoignage, celle où Ray Copeland lui aurait fait ouvrir un compte. Sur place, la banque confirme que plusieurs chèques ont bien été émis pour achat de bétail à partir d'un compte sans provision. Des chèques signés par un certain Jack McCormick. Après un œil dans les fichiers, les enquêteurs découvrent que l'homme est en réalité recherché pour fraude par chèque. Mais c'est un vagabond qui déménage souvent, alcoolique, condamné pour vol de voiture. Il est difficile du coup pour les enquêteurs de mettre la main sur lui, mais surtout, est-ce que son témoignage peut-il être vraiment pris au sérieux? Un avis de recherche alors est émis pour mettre la main sur ce fameux McCormick. 3 semaines après son appel, il est localisé à Salem, dans l'Oregon. Le gars, il est en prison pour fraude à ce moment-là. Mais il est quand même interrogé à propos de son témoignage et il confirme du coup toutes les accusations à l'encontre de Copeland. Et quand la police du Nebraska fait remonter le témoignage à Gary Calver, il décide aussitôt de réouvrir l'enquête sur les 2 disparus, Dennis Murphy et Wayne Warner. Après tout, les hommes sont-ils réapparus quelque part après leur dernier signalement? Compte bancaire, permis de conduire, dossier de sécu? Rien. Nulle part. Pourtant, ces 2 disparitions, ajoutées au témoignage de McCormick, commencent à alimenter les soupçons. Le nom de Raymond Copeland revient souvent dans ce qui semble être un vrai mode opératoire. Autant de faits qui permettent à l'adjoint Calver d'obtenir une perquisition chez les Copeland. Quand il apprend que sa ferme va être perquisitionnée, du haut de ses 76 ans, il est sûr de lui. Vous ne trouverez rien chez moi, et en soi, il a plutôt raison. Aucun corps ne sera retrouvé sur la propriété des Copeland, malgré les recherches de dizaines d'agents accompagnés d'une équipe de chiens. Pourtant, tout le monde est certain qu'il s'est passé quelque chose. La veille, le couple s'était rendu chez l'un de leurs fils, Hall Copeland. Il sent bien qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il a l'impression que sa propre mère tente de lui dire quelque chose sans parvenir. Raymond, lui, veillait à ce qu'elle ne dise absolument rien. Était-ce des aveux à ce moment-là qui lui brûleraient les lèvres? Le 9 octobre 1989, le couple est mis en état d'arrestation. Pour une bonne raison, en vrai, escroquerie en bande organisée concernant donc les chèques émis par Murphy et Warner. Mais face aux accusations des autorités, Raymond Copeland nie tout. Faye, sa femme, elle, prévient son fils de ne pas croire tout ce qui est raconté à leurs propos. Mais même les enfants Copeland ne sauront jamais l'entière vérité sur ce qu'il s'est passé à la ferme pendant des décennies. Pendant ces décennies, finalement. Lors de la perquisition de 1989, les autorités mettent enfin la main sur les papiers des Copeland, relevés de compte, etc. Et ils mettent la main aussi sur un morceau de papier sur lequel sont inscrits des noms. En face de certains, le mot « nom » est inscrit. Les autres, des croix plutôt inquiétante. Il s'agit en réalité de la liste des saisonniers approchés par Raymond Copeland. Les autorités cherchent alors à contacter ces fameuses personnes qui sont écrites sur ces listes. Les noms correspondent en réalité aux saisonniers approchés par Raymond qui ont refusé ces transactions douteuses. Et tout cela sont donc encore en vie. Les autres, ceux en face desquels une croix est inscrite, ont disparu. Étonnant. Les fouilles de l'exploitation permettent aussi aux enquêteurs de retrouver des armes à feu. Et plus étrange encore, des vêtements masculins avec des étiquettes portant chacun un nom. Et c'est connu que les saisonniers agricoles possèdent un peu d'affaires personnelles. Ils emportaient leurs biens partout avec eux et le moindre vêtement était précieux. Mais pourquoi alors des saisonniers auraient-ils laissé des vestes derrière eux? C'est quand même assez étonnant. Gary Calver soupçonne de plus en plus les Copeland d'avoir assassiné tous ces pauvres gens. Après l'habitation des Copeland, ce sont les 16 hectares qui sont ratissés. Les enquêteurs recherchent des preuves irréfutables pour pouvoir les inculper et les traduire en justice. Et particulièrement les corps. Après plusieurs jours à retourner la terre en plein été, les recherches ne révèlent rien du tout. Calver, lui, n'arrive à obtenir aucune information de Ray Copeland. L'accusé ose même dire que si des restes humains étaient retrouvés chez lui, il n'a rien à voir avec ça. Jack McCormick aurait-il alors menti en affirmant avoir vu des restes humains? Le shérif adjoint l'interroge alors à nouveau. Et surprise,
Oui, il a totalement menti. Il n'a jamais vu aucun ossement humain sur la propriété. Mais il est pourtant certain, après son expérience chez les Copeland, qu'il cache de sombres secrets. Après les accusations de chèques frauduleux, les disparitions mystérieuses et l'étrange liste de noms retrouvés chez les Copeland, l'adjoint est aussi certain que le couple dissimule la vérité. Même si McCormick a menti sur son témoignage, il ne décide pas pour autant de refermer l'enquête et continue alors les investigations. Les connaissances, les employeurs de Ray Copeland, chez qui il a fait des petits boulots, sont aussi interrogés. Certains, dites-vous, appellent même d'eux-mêmes pour témoigner de l'étrangeté du personnage, dont un témoin qui dit avoir senti une odeur putride émaner d'une grange où Ray venait bricoler. Le shérif adjoint est alors directement envoyé sur place. Une tige est alors plantée un peu partout dans le sol en terre de la grange. Si un corps est dissimulé, la tige s'enfonce dans la terre qui le recouvre. Et là, boum, dans le mille. Les enquêteurs identifient un endroit où la terre semble avoir été retournée récemment. En creusant, ils trouvent un premier corps, enveloppé de plastique, enterré avec ses chaussures à une faible profondeur. À côté, 2 autres corps. Les analyses médico-légales identifient les victimes grâce à leur dossier dentaire. Jimmy Harvey, John Freeman et Paul Cowart. Tous sont des sans-abri tués entre 1988 et 1989 alors qu'ils n'avaient pas encore 30 ans. Tous dont le nom figure sur la liste des Copeland à côté d'une croix. Les analyses permettent aussi de déterminer qu'ils ont été tués d'une balle logée à l'arrière du crâne. Des balles qui correspondent aux carabines de Copeland. Le 17 octobre, les Copeland sont inculpés pour les 3 meurtres avec préméditation. Ils risquent, dites-vous à ce moment-là, la peine de mort. Et les fouilles sont encore en cours, car tout le monde soupçonne qu'il y a plus de victimes que ça. Quand Raymond Copeland apprend finalement que 3 corps ont été retrouvés, il propose aux autorités un truc assez farfelu, c'est de tout simplement les aider. Selon lui, il aurait entendu 3 hommes parler d'un crime qu'il venait de commettre. Il aurait lesté le corps avec un bloc de béton avant de le jeter dans un puits. Alors ces 3 corps retrouvés ne seraient-ils pas ceux de ces meurtriers qui auraient subi une vengeance? Les enquêteurs continuent quand même les fouilles aux alentours de la grange où a été retrouvé le corps. Pardon, les corps. Horrible cette histoire. Ils arrivent à localiser un puits au fond duquel ils remontent une botte qui contient encore le pied de son propriétaire. Les restes sont identifiés comme étant ceux de Dennis Murphy. Le premier dont la disparition a été signalée après qu'il ait acheté du bétail avec un faux chèque. Et les enquêteurs ne s'arrêtent pas là. À quelques dizaines de mètres du puits, il y a une autre grange remplie de foin. Dans son sol, enterré peu profondément comme les autres, un 5e corps, celui de Wayne Warner. Tous deux ont aussi reçu une balle tirée par la carabine de Copeland. C'est maintenant pour 5 meurtres que Ray et Faye Copeland vont être jugés. S'il est évident aux yeux des autorités que Ray a agi par appât du gain, l'opinion s'interroge quand même pas mal sur le rôle de sa femme. Les époux seront d'ailleurs jugés lors de procès séparés. Mais quel rôle la femme de Raymond a-t-elle joué du coup dans les activités criminelles de son mari? Et est-ce qu'elle était au courant de tout ça? Sa défense à elle, c'est de dire aussi qu'elle a été victime de la maltraitance de son mari. Marilyn Hutchiston, psychologue, est chargée d'expertiser l'état mental de Faye Copeland. Pendant 9 mois et une fois par semaine, des policiers donc l'accompagnent au cabinet pour ses consultations. La spécialiste trouve la femme particulièrement triste et surtout abattue. Elle refuse pourtant de dire quoi que ce soit contre son mari. Les entretiens sont aussi menés en présence de Raymond et certains des enfants. La psychologue identifie un comportement assez dominant et brutal du père de famille. Bon, on aurait pu s'en douter en vrai. Ray Copeland terrorisait sa famille avec des excès de colère. Contrarié, il passait ses nerfs sur le premier qui lui tombait sous la main. Face à l'expertise, le procureur tente alors de passer un accord avec Faye, donc la femme de Raymond. Elle peut tout avouer, dire la vérité, et elle échappera à la peine de mort. Mais bon, elle continue de tout nier. Elle n'a jamais rien su. Même à ses enfants qui lui rendent visite en prison, elle ne témoigne jamais de rien contre son mari. Alors, est-ce qu'elle est complice réellement ou trop terrorisée par son mari pour parler? Mais ses avocats comptent bien plaider le syndrome de la femme battue. Un syndrome de soumission psychologique à un bourreau, même lorsqu'il n'est pas présent. L'experte en psychologie en témoigne. Ray Copeland, à force de violence physique et mentale, a appris à sa femme à se taire et à ne jamais rien dire. À subir et rester complètement impuissante, quoi. Un sentiment ancré par des années de violence qui peut ne jamais disparaître, malheureusement. Le 1er novembre 1990, c'est l'ouverture de son procès. Elle plaide non coupable. Ses avocats comptent beaucoup sur l'expertise de Marilyn Hutchiston, la psychologue. Pour eux, la femme de Raymond Copeland ne peut pas être
tenue responsable des actes de son mari. Mais une simple erreur administrative annule l'expertise psychologique, ce que l'on appelle un vice de procédure qui peut rendre irrecevable des pièces devant le tribunal. Marilyn Hutchiston n'est pas donc appelée à la barre. Les avocats de Faye Copeland n'ont plus aucun élément qui leur permette d'appuyer leur défense, celui donc du syndrome de la femme battue. D'autant qu'une pièce à conviction pèse contre Faye Copeland, la liste de noms sur laquelle apparaissent tous ceux des victimes. Une analyse en graphologie prouve qu'elle a été écrite de sa main, parce que, bon, dans tous les cas, ça aurait pas pu être son mari parce qu'il est tout simplement illettré. On aurait dit d'insulte, pas du tout, juste factuel. Les arguments de défense de Faye Copeland tombent un par un, surtout quand le premier témoin est appelé à la barre. Jack McCormick, survivant du couple, qui témoigne de la façon dont elle s'est occupée des saisonniers. Il assure aussi que c'est elle qui tenait les comptes derrière les grosses escroqueries de son mari. Les charges de fraude ont été abandonnées avec les accusations de meurtre contre eux. Mais l'argent empoché par les Copeland grâce à la revente frauduleuse du bétail est estimé à 32 000 $. Les effets personnels des saisonniers sont aussi présentés devant le tribunal, mais aussi on y retrouve un inquiétant couvre-lit cousu par la femme de Raymond à partir des vêtements que leur victime portait le jour du meurtre, comme un trophée lugubre. Le procureur juge que l'implication de Faye Copeland dans ces crimes est aussi importante que celle de son mari. Elle est une véritable complice de ce qui se passait dans cette grange et dans cette maison, malgré les arguments de l'experte en psychologie. Devant le tribunal est aussi présentée une lettre. Elle a envoyé à son mari 4 jours après leur arrestation, et Faye y parle dans cette lettre des perquisitions sur leur propriété. Elle va dire qu'il ne trouve rien à rien, les choses vont se calmer. Alors est-ce qu'on est face à un aveu d'innocence ou d'une préméditation poussée jusqu'à la dissimulation des corps? Car aucun corps n'a été retrouvé sur la ferme du couple. Durant le procès, elle-même n'accusera jamais son mari, pas même d'avoir été violent envers elle. Elle démontre une loyauté sans faille envers lui, se présente comme une mère et une épouse dévouée. Quand le jury sort de 3 heures de délibération, son verdict tombe enfin. Coupable de meurtre avec préméditation, condamnée à mort par injection létale. À l'annonce du verdict, elle est prise de sanglots incontrôlables. Pour le tribunal, la preuve irréfutable de sa culpabilité est cette liste de victimes écrite par sa propre main. Même si sa défense a toujours affirmé qu'elle a écrit cette liste sur demande de son mari illettré. Personne n'a jamais réellement réussi à connaître son rôle précis auprès de son mari, même si elle avait réellement conscience de ses actes et de leurs conséquences. Alors complice ou elle-même victime de toute cette horreur, elle s'est toujours dit innocente, ne jamais avoir eu connaissance des activités criminelles de son mari. Le 7 mars 1991, c'est au tour de Raymond Copeland de comparaître. Contrairement à sa femme, même si les accusations sont les mêmes, les preuves contre lui sont accablantes. Sans surprise, le jury le déclare coupable des 5 meurtres avec préméditation. Le procureur le condamne également à la peine capitale. En apprenant que son épouse est également condamnée à mort, il ne manifeste aucune émotion. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Eh bien, ça arrive à certains, vous savez. » Mais le destin en aura décidé autrement pour les Copeland. Tous deux condamnés à mort, aucun ne purgera sa peine. Lui meurt de cause naturelle en 1993 dans le couloir de la mort. Il échappe donc à sa sentence à l'âge de 78 ans, à peine 2 ans après sa condamnation. Et son corps est incinéré. Faye Copeland, sa femme, elle, n'a jamais cessé de clamer que Ray était de l'amour de sa vie. Elle n'a jamais témoigné contre lui dans ses accusations de meurtre. Par contre, ses avocats font appel à sa première condamnation. Selon eux, il est nécessaire de prendre en compte l'expertise psychologique pour mauvais traitement. Lors de son procès en appel en 1999, elle se livre un peu sur les maltraitances familiales que Ray leur a infligées. Et quand je dis leur a infligé, je parle de elle et des enfants. Le tribunal considère enfin qu'elle puisse avoir été atteinte du syndrome de la femme battue. Après tout, Ray Copeland est décrit par tous ceux qui l'ont connu comme une personne très brutale. Sa peine de mort est modifiée en peine de prison à vie. Sur les 12 noms inscrits sur la liste funeste des Copeland, seuls 5 d'entre eux ont été retrouvés. Morts quoi. Malheureusement. 7 autres n'ont encore jamais été retrouvés. Les seuls survivants, en dehors de McCormick, sont ceux qui ont refusé la proposition de Ray. Les autorités pensent qu'à ces 12 noms, 3 autres personnes portées disparues pourraient être reliées aux Copeland. Tous des marginaux que l'on sait être entrés en contact avec eux. Ce qui fait donc grimper le nombre de victimes potentielles finalement à 15. En 1995, une pétition circule en faveur de la libération conditionnelle de Faye Copeland. Elle recueille 3000 signatures, mais Faye reste en prison.
En 1999, une autre pétition alors là circule. La femme de Raymond, devenue âgée, n'est plus considérée du tout comme une menace par la société. Des militants demandent alors sa libération. Mais sa peine de prison est maintenue sans possibilité de libération conditionnelle. Le 10 août 2002, Faye est victime d'un AVC qui la laisse particulièrement paralysée et lui fait perdre le langage. En raison de son état de santé, sa libération conditionnelle est finalement acceptée. Faye Copeland est placée en maison de retraite dans sa ville natale, Chillicothe. Alors son vœu le plus cher se réalise, ne pas mourir en prison. Et la mort naturelle finit par l'emporter l'année de ses 82 ans, en 2003. Le couple Copeland laisse derrière lui donc 5 enfants, 17 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants au dernier décompte des internautes. Et je me demande vraiment ce que ça peut faire d'avoir des criminels littéralement de tes ancêtres. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des criminels et qui sont-ils et qu'ont-ils fait voilà, dans vos ancêtres. C'est hyper glauque, ça devient glauque cette vidéo là de plus en plus. En vrai je me dis même si c'était arrière-grands-parents, je suis vraiment persuadé que ça laisse quand même de sacrés traumas dans toute la famille quoi. Faye, je sais pas comment ça se dit, je suis désolé si j'ai mal prononcé le prénom de la femme de Ray Copeland. Je voulais dire voilà qu'ils sont entrés dans l'histoire des États-Unis pour être les plus vieux condamnés à mort. Ils avaient respectivement 69 ans et 75 ans au moment de leur condamnation. Et la femme de Raymond possède aussi le double palmarès, c'est d'être aussi la femme la plus âgée à avoir été condamnée à mort. Même si le destin, en aura décidé autrement pour eux. Cette histoire, en tout cas, le rôle de Faye Copeland me rappelle vachement celle de Nanny Doss. Cette tueuse en série, vous savez, sur laquelle on a pu faire une vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Juste là, l'histoire est à la fois horrible et en même temps un peu touchante, enfin c'est très particulier. Il est temps pour moi les amis maintenant de vous laisser, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé de ma narration, est-ce qu'il y a des trucs à améliorer, n'hésitez pas, toujours ça fait plaisir d'avoir vos retours. Ne restez pas déconnectés trop longtemps, j'espère que vous kifferez les autres vidéos qui arrivent sur la chaîne. C'était Léo et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires. The ship is at 1%! Get it! We go! Jesus Christ, 1 second. Jesus Christ! It's okay. We go. We go. Should I repair again? Oh God. 1 second. No, we're fine. Hold on. We go. Captain at the helm! Ready on the guns! Hold on. It's okay, we incapacitated this one. The problem is gonna be the Devourer again. Oh, that ship wants to devour us. Their cannons are so much better than ours. Hold on. We spin. I think we'll need to go repair again. Man the cannons!